Quelle banque de détails pour demain? Donc je suis là uniquement pour lancer quelques idées, quelques pistes de réflexion et introduire la discussion des tables rondes. Quelle banque de détails pour demain? On ne m'a pas dit quand c'était demain. Donc je suis un peu mal à l'aise. Alors j'aurais dû prévenir les organisateurs que j'étais dans le flou. Alors est-ce que c'est demain matin, auquel cas je pense que les débats peuvent être clos et on peut tout de suite aller boire un verre. Mais je me suis dit, et je vous propose ça, y compris aux tables rondes, de se donner comme horizon une dizaine d'années. Et je suis très intimement persuadé que ceux qui disent qu'ils savent ce que sera la banque de détail dans 20 ans sont dans le meilleur des cas demeurés. Et pire éventuellement. Je pense qu'on n'a aucune visibilité sur ce que seront les métiers bancaires dans une vingtaine d'années, pour toute une série de raisons. À l'horizon de 10 ans, je crois qu'on peut être raisonnablement, non pas sûr de ce qui va se passer, mais raisonnablement sûr de ne pas dire trop de bêtises en réfléchissant et en discutant. Donc je vous propose cet horizon. Dans cet horizon, quel va être le cas de Macro? J'en dis juste deux mots. C'est quand même pas complètement indifférent. Je pense qu'on sera, dans le meilleur des cas, au tout début de la sortie de crise. Quand la crise a éclaté, encore une fois dans les médias que personne ne regarde ou n'écoute, j'ai été interrogé plusieurs fois sur la durée de la crise, et à l'époque je disais, dans le meilleur des cas, ça va durer 10 ans. Pourquoi? Parce que il était évident, si on avait travaillé un tout petit peu, que la crise n'était pas une crise conjoncturelle, une crise relevant d'un cycle, même à moyen terme, que c'était vraiment une crise structurelle et que ça allait modifier très significativement les comportements et que pour sortir de la crise, il allait falloir être patient. Je pense que je ne me suis pas beaucoup trompé, peut-être faut-il encore allonger de quelques années, et donc à l'horizon de 10 ans, à mes yeux, en tout cas en Europe, on sera dans le meilleur des cas dans un début de sortie de crise. Et donc d'ici là, on peut escompter malheureusement un peu de croissance économique, une consommation qui va, en tout cas en France, probablement permettre de tirer la très faible croissance. Moi, j'ai un chiffre en tête pour la zone euro à l'horizon des 10 prochaines années, on ne devrait pas dépasser 1%. Et donc, en termes de consommation, ça ne va pas aller très loin. L'investissement repartira un jour. À mon avis, il va être atone pendant encore 4 ou 5 ans et il repartira un jour. Donc tout ça n'est pas d'une extraordinaire gaieté. Et il est évident que le comportement des agents économiques, que ce soit les entreprises, les ménages et dans les entreprises, les banques, dépendra de ces circonstances. Donc, croissance très faible, aussi taux d'intérêt très faible. Je ne crois pas que M. Draghi puisse aller plus loin que ce qu'il a déjà fait, mais la remontée des taux qui pourrait modifier significativement les comportements des agents économiques, je ne la vois pas à un horizon raisonnable. Alors, ayant dit ça, si on se fixe encore une fois ce cadre de 10 ans, j'en ai marre de l'euro-pessimisme et du franco-pessimisme. C'est l'objet du bouquin qui est pas cher et vachement bien, qui s'appelle « Tout va bien ». Parce que si on regarde, même si la situation économique ne sera pas porteuse d'une croissance rapide, il n'y a pas non plus de quoi désespérer. Or, on est dans une situation de désespérance qui est complètement, à mes yeux, absurde. On est passé d'une période où tout le monde niait la crise, disait la crise est déjà derrière nous. Certains économistes se sont pris les pieds dans le tapis en disant ça, à une période, depuis la crise grecque, où on considère qu'il n'y aura jamais de reprise, que l'État est fou, que les consommateurs ne consomment plus, les entreprises n'investissent plus. C'est pas aussi vrai que ça. Si on regarde à l'échelle mondiale, il y a énormément de facteurs qui rendent optimistes. Les émergents continuent à émerger. Les États-Unis, en partie grâce au gaz de schiste, peut-être moins qu'on le dit, mais en partie grâce au gaz de schiste, connaissent une certaine reprise.
Il y a en matière de recherche et développement manifestement pas d'effondrement des chiffres, ce qui est plutôt bon pour l'avenir. Les grandes entreprises se portent plutôt très bien, donc les facteurs d'optimisme sont très nombreux. Et ce qui est vrai pour l'économie mondiale est à mes yeux vrai pour la France. La France, on a une jeunesse absolument remarquable, on a une démographie qui est très positive, on a une épargne, on est 2 fois plus riche que les Allemands en niveau de patrimoine moyen. On a un système de formation qui n'est pas si mauvais qu'on veut bien le dire. On a même un État qui fait des efforts, contrairement à ce qu'on dit, quelle que soit la couleur politique. Il y a depuis quelques années des efforts qui sont faits du côté des dépenses et on peut penser que ça va continuer. Donc, en termes macroéconomiques, il faut se dire que la crise est là, malheureusement, pour un certain nombre d'années, donc surtout pas d'optimisme béat, mais ça ne sert à rien de verser dans le pessimisme, et je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu trop tendance à avoir cette connotation. Alors, quelle banque de détail pour demain, en disant que demain c'est 10 ans? La vie est assez simple. La banque, c'est un marché. Dans un marché, il y a une offre et une demande. Du côté de l'offre, il y a quelque chose qui est absolument incontestable, c'est que la concurrence va s'intensifier. Alors, on aurait pu penser avant la crise que la concurrence étrangère aurait pris le relais de la concurrence nationale. Je ne pense pas que ça soit le cas à horizon, encore une fois, de 5 à 10 ans. Par contre, la concurrence au niveau national va être de plus en plus féroce parce qu'on a enfin redécouvert le charme des dépôts. Enfin, on a été un peu aidé par la BRI et par ses conneries, parce que Dieu sait que la BRI n'est pas avare dans ce domaine-là, mais toujours est-il que le cadre réglementaire, il est en train de se figer, et les dépôts vont être un objectif absolu pour tous les réseaux bancaires, et donc il va falloir aller les chercher avec les dents, et ça me paraît marquer les au moins 5 années qui viennent. Du côté de la demande, il me paraît évident qu'il y a 2 évolutions irréversibles. Un, les clients sont de plus en plus cost-conscious, ils sont de plus en plus soumis aux contraintes de la crise, et donc ils seront de plus en plus désireux d'avoir des prix adaptés à la qualité des services qui leur sont offerts, et donc il va y avoir une concurrence sur les prix qui va jouer dans le secteur bancaire comme dans les autres. Et puis deuxièmement, deuxième caractéristique de la consommation pour les 5 à 10 ans qui viennent, vous voyez bien que je ne crois pas que je me trompe en disant ça, je ne dis pas des choses absolument géniales, hein, je dis peut-être certains pensent que c'est des banalités, mais c'est parfois bon à rappeler, ils vont être zappeurs. Il est clair que aujourd'hui, la rigidité du marché bancaire est quand même extrêmement forte, la viscosité est très grande. Elle restera certaine, parce que changer de banque, ce n'est pas un truc aussi simple qu'il n'y paraît, mais il faut s'habituer à l'idée que les clients seront plus volatiles qu'ils ne l'ont été dans le passé. Voilà pour l'offre et la demande. Maintenant, si on essaie non pas d'affiner, mais de compléter ce que je viens de dire dans l'analyse de la banque de détail pour demain, il y a 2 questions qui se posent. 1, qu'est-ce qu'on vend? 2, comment on vend? Dans qu'est-ce qu'on vend? À mon avis, les banques ont 3 choses à vendre, et elles ont peut-être oublié 2 d'entre elles. 1, elles vendent de la confiance, et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que la confiance vis-à-vis des banques soit aussi forte qu'on le dit. On dit toujours, vous devez le savoir, on dit toujours une chose, et qu'on n'aime pas les banques et on aime bien son banquier. C'est ce que disent les banquiers. Je ne m'abriterai pas derrière cette phrase qui n'est pas complètement fausse, parce que je pense que la confiance des clients vis-à-vis de leur banque s'est érodée, y compris vis-à-vis de leur banque à eux. Et donc, dans ce domaine-là, il y a, me semble-t-il, un effort à faire. Deuxième éclairage dans la série Que vend-on? Je ne suis pas sûr que la période à venir soit une période d'innovation financière comme l'ont été les années 90. Dans les années 90, suite à la dérégulation des années 80, on a eu une innovation financière, et en particulier en France, extrêmement active, évidemment dans la partie corporate, mais aussi dans la partie retail. Et aujourd'hui, la gamme de services qui est offerte par les banques à leurs clients en particulier est quand même extrêmement large. Je ne suis pas sûr qu'elle va s'élargir
au même rythme qu'elle s'est élargie dans les 20 dernières années. Par contre, je pense qu'il y a des services nouveaux à offrir, et je ne donnerai qu'un éclairage, et à soi seul, cet éclairage mériterait un débat, une table ronde, donc on ne va pas le faire ce soir, on le refera l'année prochaine. Il y a un sujet que la France refuse d'aborder, qui est absolument majeur, et les banques sont, comme les assureurs, à mon avis, assez mal préparés à servir cette demande, c'est tout ce qui touche à la dépendance. L'Europe vieillit, la France vieillit moins que les autres pays européens, mais elle vieillit quand même, j'ai pas en tête les chiffres, mais ils sont connus. Le nombre de personnes soumises à la dépendance va exploser dans les années qui viennent, alors que rien n'est fait pour cette, entre guillemets, révolution. Pas la plus gaie, mais en tout cas celle qui me semble la plus irréversible. Et dans ce domaine-là, je pense que l'imagination financière entre banquiers et assureurs sera nécessaire, et qu'il y aura sûrement dans ce domaine-là des produits, pas seulement des produits financiers, mais des produits à offrir à la clientèle. Enfin, troisième, toujours dans le Coventon, troisième élément, n'oubliez pas qu'on vend du service. Et là, franchement, je vous adore, je parle là aux banquiers qui sont dans la salle, il doit y en avoir quelques-uns, mais vous êtes quand même nuls. Je dis ça en toute objectivité. Après, en gros, comme je disais, j'ai bac plus 45, 45 ans d'études consacrées au secteur bancaire, donc je ne suis pas très compétent, mais je connais un peu. Il y a quelque chose qui s'est passé au cours des 10 dernières années, c'est que les banques en général, et certaines en particulier, et je ne citerai pas de nom, et en fait je pense que malheureusement il n'y en a pas qui se distinguent dans ce domaine-là, ont un peu oublié que la banque était une industrie de services, qu'il fallait offrir des services, et que la dématérialisation rendait encore plus nécessaires les services, parce que voilà, quand il n'y a plus de contact direct, il faut... Alors maintenant, vous allez me dire, mais non, vous avez tort, regardez, on a fait tel truc, machin. Franchement, j'ai peut-être pas totalement raison, mais je ne crois pas malheureusement que j'ai totalement tort. Et je pense que la priorité, et j'y reviendrai en conclusion, la priorité dans la formation, c'est apprendre aux jeunes qui vont rentrer dans la profession l'importance du service, la qualité du service et les ressorts de l'offre d'un bon service. Voilà pour que vend-on. Comment on vend? Là, je vais être très rapide. Je dis depuis le début de la crise, cette crise, c'est la revanche des BRIC. Alors, BRIC, c'est BRIC, bon, Brésil, Russie, Inde-Chine, à l'échelle mondiale. On a enfin découvert que 80% de la création de valeur à l'échelle mondiale était fait par 4 pays qui, aujourd'hui, ont une croissance moins rapide, mais qui sont relayés par d'autres pays émergents. Mais les BRIC, c'est aussi BRIQES, c'est-à-dire les BRIC avec lesquels on fait des bonnes vieilles agences, dans lesquelles on fait venir de bons vieux clients qui achètent des bons vieux services financiers. Et donc je crois fondamentalement à l'avenir de l'agence. Je ne sais pas quelle forme elle prendra, je ne sais pas quelle qualification il faudra adapter à l'évolution de la clientèle, mais je pense que le contact avec la clientèle est absolument essentiel, deviendra de plus en plus essentiel. Je fais le lien avec ce que je disais sur la dépendance. C'est un domaine dans lequel je pense que le contact physique, pour examiner le cas des personnes qui sont ou dépendantes ou accompagnant des dépendants ou des dépendantes, le contact physique est absolument nécessaire, et donc je pense que l'agence a beaucoup d'avenir, et qu'il ne faut pas prolonger trop les tendances concernant les nouveaux moyens de communication avec la clientèle. Je pense qu'évidemment Internet est un mouvement irréversible, tant mieux, pas toujours tant mieux, mais tant mieux parfois. Je ne pense pas que la banque électronique balaye la banque classique, la banque de proximité, la banque avec des briques BRIQES. Je pense qu'évidemment c'est la tendance ascendante, mais c'est un peu comme les briques BRIC. Les briques, évidemment, ont des taux de croissance de 10-12%, et donc, dans 30 ans, vraisemblablement, l'Inde et la Chine feront quelque chose qui sera à peu près la moitié du PNB mondial. Mais enfin, c'est dans 30 ans. À l'horizon de 10 ans, qui est l'horizon raisonnable, je ne suis pas sûr que la croissance des nouvelles technologies de contact avec la clientèle balaye les contacts les plus traditionnels. Voilà ce que je voulais dire. Alors, en matière de formation, et je conclus par là, trois choses.
Je ne crois pas qu'il faille embaucher uniquement à Bac+5. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour des emplois à Bac ou à Bac+2. Parce qu'encore une fois, dans l'idée de service, il y a des services simples à rendre. Pour ça, on n'est pas forcément obligé d'avoir Bac+5. 2, je pense qu'il faut ne pas apprendre aux futurs banquiers que la banque, d'abord parce que c'est chiant, et en plus parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Je pense, comme en médecine, qu'il faut absolument élargir les cursus. Je sais que c'est déjà fait en partie, mais élargir les cursus, leur apprendre un peu la psychologie, leur apprendre un peu ce que c'est que le devoir de conseil, jusqu'où ça va, leur apprendre un peu ce que c'est que la sécurité physique et comment réagir à des crises, y compris des crises sécuritaires. Toute une série de choses qu'on apprend, rassurez-vous, pas plus aux médecins qu'aux banquiers, mais je pense que la formation pour la banque de demain devra s'ouvrir à d'autres disciplines que l'économie ou le droit tel que c'est fait principalement aujourd'hui. Enfin, troisième point en matière de formation, je pense que les besoins sont différents entre Paris et province. Je pense que, encore une fois, la relation de clientèle n'est pas tout à fait de même nature entre Saint-Gilles, dans le Gard, et Paris 6e. Et donc, là aussi, les formations doivent s'adapter à cette hétérogénéité des clientèles. Mais ça, vous connaissez le sujet bien mieux que moi. Je voulais simplement le rappeler pour conclure. Plouf. Merci Olivier Pastré. Alors, attendez, on pouvait s'attendre au pire, mais en fait, vous avez été d'une gentillesse. À part les nuls, qui ont fait sourire dans la salle, personne ne s'est senti visé. Vous avez été d'une bienveillance et d'une gentillesse à nul autre égal. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Gilles, dans le Gard, de particulier ? À part de temps en temps un maire Front National, une extraordinaire église romane qui est probablement une des plus belles de France. Il n'y a pas de taureaux dans le coin ? Il y a des taureaux autour. Ouais. Et il y en avait ce week-end dans les rues. Voilà. Parce qu'Olivier Pastré a plusieurs passions. Il a une passion sans égale pour la banque, vous l'avez bien senti. Il n'est pas pire amoureux que l'amoureux transi, finalement, qui n'ose dire à sa belle à quel point il est... Transi, je ne le sens pas vraiment. Mais il y a une passion pour les taureaux. Ah oui, aussi. Voilà. Je vous renvoie à la lecture du Tout va bien ou presque. C'est paru chez Fayard. C'est une série de démonstrations en 18 leçons avec la complicité de l'éminent Jean-Marc Sylvestre. Olivier Pastré, merci infiniment d'avoir introduit cette séance solennelle.